Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, toujours avec la série de télécommunications et ses applications. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 2 sur une introduction à la téléphonie. D'accord? On va voir le principe de base de la téléphonie. On va faire une introduction au réseau de téléphonie commuté RTC. Troisièmement, on va voir l'introduction au réseau de téléphonie mobile, c'est-à-dire cellulaire. Donc, le principe de base de la téléphonie, c'est que le transport de la voix est historiquement à l'origine des premiers réseaux de transmission. Donc, la téléphonie a été... Pardon, juste là de la mise en page. Donc, la téléphonie a été initialement prévue pour transmettre la voix humaine entre deux lieux distincts l'un de l'autre. Elle utilise comme support des lignes électriques sur lesquelles transite un courant analogue aux signaux sonores. Donc, du premier système primaire qu'il était, le téléphone a évolué et la téléphonie est devenue une science en soi. Elle fait appel à des techniques de traitement du signal analogique et numérique. De plus, la possibilité de commuter intelligemment et économiquement les lignes d'abonnés est un art. Car il s'agit de bien dimensionner les commutateurs pour que tout abonné puisse être rejoint facilement, presque en tout temps et avec un minimum de délai. Donc, nous avons qu'une liaison téléphonique élémentaire est constituée par... Donc, nous avons besoin de deux dispositifs, un émetteur et un récepteur, appelés postes téléphoniques. Nous avons besoin d'une ligne bifilaire acheminant les signaux. Parfois, on utilise la paire torsadée. Nous avons besoin d'une source d'énergie électrique, E. Donc, nous avons vu que la tension continue nécessaire à l'alimentation des postes téléphoniques est fournie par une source installée aux centrales téléphoniques. On appelle ça la batterie centrale. Donc, vous avez à l'entrée une énergie acoustique qui passe à travers un transducteur. Quel est le rôle de ce transducteur? C'est qu'il va faire le signal mécanique, le signal électrique. Bien sûr, هذا يكون à l'intérieur du poste téléphonique grand A qu'on appelle l'émetteur. À la sortie, on aura un signal électrique. Après ce signal électrique, l'entrée à notre filtre qui fait l'opération inverse à le premier filtre. Donc, il fait le passage, voilà, يعاود يعقب le signal يرجعوا من électrique mécanique. هذا في البوست تليفونيك B اللي نسميوه le récepteur. Et à la fin, on aura un signal de sortie sous forme d'énergie acoustique. Donc, هذا اللي شفناه في la figure, c'est le schéma de principe d'une liaison téléphonique élémentaire. C'est clair? Maintenant, on va voir l'introduction au réseau de téléphonie commuté. D'accord? Qu'on appelle le RTC. On va commencer par une définition générale. Donc, nous avons que le réseau téléphonique est constitué d'un ensemble des organes nécessaires pour mettre en communication deux installations téléphoniques d'abonnés. Utilisant les renseignements fournis par l'abonné, qu'on appelle le demandeur, c'est la numérotation, et de maintenir celle-ci pendant toute la durée de conversation avec une qualité d'écoute satisfaisante, tout en supervisant cette communication pour détecter toute coupure ou bien raccrochage afin de libérer les organes qui ont servi à la réalisation de la liaison et enfin de faire une taxation. Nous avons que le réseau RTCP, réseau téléphonique comité public, ou bien le PSTN, Public Switch Telephone Network, ou couramment appelé RTC.
constituait un des plus grands réseaux au monde avec plusieurs centaines de millions d'abonnés. Essentiellement analogique au départ, le réseau s'est progressivement numérisé, mis à part la ligne d'abonnés qui reste encore analogique. Donc, il donne d'accès à de multiples fonctions. Donc, le RTC nous permet d'utiliser de multiples services tels que la transmission et la réception de fax, l'utilisation d'un Minitel, accéder à Internet, etc., etc. Donc, on peut considérer que le RTC est constitué d'un réseau local, une boucle locale, et d'un réseau dorsal, ou bien on appelle ça le backbone. Donc, vous avez le réseau local, et à l'intérieur, on voit ici en mauve le backbone, et nous avons un centre de transit et les centres d'abonnés qu'on va les expliquer, Inch'Allah. Donc, c'est ça la structure du RTC. Maintenant, on passe à l'organisation du réseau. Nous avons que le réseau local ou bien réseau périphérique est constitué essentiellement des lignes d'abonnés qui sont constituées de paires de cuivre de diamètre 0,4 à 0,6 mm de diamètre. Donc, on voit que la ligne téléphonique, aussi appelée boucle locale, relie le poste téléphonique de l'abonné au commutateur d'entrée dans le réseau backbone de l'opérateur. Ce commutateur est appelé commutateur de rattachement ou bien commutateur d'abonnés. Il se situait dans un bâtiment appelé centrale ou bien centre téléphonique. Le terme centre sera souvent confondu avec le terme commutateur. D'accord? Donc, pour faciliter le déploiement et l'exploitation du réseau périphérique, celui-ci est organisé comme indiqué sur la figure numéro 3. Donc, nous avons un commutateur qui passe à travers un répartiteur, donc le centre de rattachement, qui va être relié à plusieurs ASR, où chaque ASR relié à travers un PC, où chaque PC fait des branchements aux lignes téléphoniques, qu'on appelle ça la distribution. Donc, la distribution, c'est la partie de transport. Donc c'est la structure du réseau local. Bien sûr, qu'est-ce qu'on distingue? On distingue les postes téléphoniques. Deuxièmement, on distingue les câbles de branchement. Troisièmement, on distingue les points de concentration PC. Ce sont des petites boîtes placées sur des poteaux ou dans des endroits réservés au sein des immeubles desservis. Donc, les paires téléphoniques arrivent au PC sur des réglettes ou bien des communications amovibles, les relier à d'autres réglettes sur lesquelles sont branchés les câbles de distribution. Donc, nous avons que le point de concentration PC n'est rien d'autre qu'un mini répartiteur de petite capacité d'une à plusieurs ou là à quelques dizaines de paires. Donc, là, le point de concentration, on l'appelle PC Point Concentration. Donc, là, en général, la liaison, on la sur les poteaux. D'accord? Maintenant, on passe au câble de distribution. Le rôle c'est relier les points de concentration en sous-répartiteurs. Donc, ces câbles peuvent être aériens, soit posés en plein air, moins onéreux mais vulnérables, soit en canalisation souterraine. Maintenant, on passe les sous-répartiteurs à serre sont des casiers placés sur les trottoirs. Bien sûr, parfois, chaque quartier ou chaque 4, 5, 10 bâtiments, où le sous-répartiteur. D'accord? Ils permettent de la même façon qu'un PC, d'un point de concentration, se regrouper les câbles de distribution vers les câbles de transport qui sont plus volumineux. Donc, un sous-répartiteur peut connecter jusqu'à 1500 paires. D'accord? Donc, l'image d'un sous-répartiteur. Sixièmement, nous avons les câbles de transport sont similaires aux câbles de distribution avec des capacités plus élevées. Donc, nous avons 112 jusqu'à 2688 paires. Ces câbles sont posés dans des conditions souterraines et nous avons le répartiteur général constitué le point d'accès des lignes à l'autocommutateur. C'est clair? Donc, vous avez ici l'image d'un répartiteur général
ou les répartiteurs généraux qui sont plusieurs, d'accord? Maintenant, on va définir c'est quoi le réseau dorsal. Il est constitué des commutateurs et des systèmes de transmission. Le réseau a une structure étoilée, maillée, mais avec l'arrivée de l'hierarchie SDH. On va définir c'est quoi le SDH après. Le réseau a tendance à migrer vers une structure en anneau. Dans le réseau dorsal, on a les commutateurs. Les commutateurs, on a le centre. Sont fonctionnels de deux types. Nous avons les centres d'abonnés et les centres de transit. Alors, on va voir un centre d'abonnés. Les centres d'abonnés, ce sont les centres qui permettent le rattachement des abonnés et sont différenciés en deux types. Donc, nous avons les centres à autonomie d'acheminement CAA qui sont capables d'analyser les numéros qu'ils reçoivent et les traduire en un itinéraire parmi ceux possibles pour acheminer la communication vers l'abonné demandé. Et nous avons les centres locaux CL qui ne sont pas capables d'analyser la numérotation ou ils sont seulement capables d'analyser les numéros des abonnés qu'ils desservent. Les autres sont tous acheminés vers une seule direction s'ils n'ont aucune intelligence et leur rôle se limite à la concentration. On les appelle aussi centres auxiliaires. D'accord? Donc, SDH, c'est la hiérarchie numérique synchrone, en anglais, Synchronous Digital Hierarchy. Donc, ici, nous avons une figure qui nous indique la commutation manuelle avant les CA, les centres d'acheminement, d'accord? Donc, l'opération, elle se fait avec les demoiselles. On appelle les dames, les demoiselles, les diront la liaison entre l'émetteur et les récepteurs, entre l'appelé ou l'appelant. Maintenant, on va définir c'est quoi les centres de transit. Ils permettent de connecter les commutateurs qui n'ont pas de liaison entre eux. Ceci permet d'avoir un réseau étoilé plus facile à générer et moins onéreux. Les centres de transit sont aussi différenciés en deux types. Nous avons les centres de transit secondaires, CTS, et les centres de transit principaux, CTP. Donc, ils permettent de connecter les réseaux des deux pieds, sont appelés centres de transit internationaux. Nous avons une petite remarque. Un centre peut assurer simultanément la fonction de rattachement d'abonnés et de transit. Maintenant, on va voir que le réseau dorsal est découpé en zones. Parmi les zones HEDOM, on distingue la zone locale, ZL. C'est la zone desservie par un CL. D'accord? Un commutateur local, autrement. Nous avons deuxièmement la zone à autonomie d'acheminement, le ZAA, c'est la zone desservie par un CAA. Une ZAA qui englobe plusieurs CAA est dite zone à autonomie d'acheminement multiple ZAAN. ZAA c'est zone, Z c'est toujours zone. Le A, H, autonomie, ou deuxième A c'est acheminement, ou le M, ou multiple. Nous avons les zones de transit secondaire, zone transit secondaire, ZTS. C'est la zone desservie par un centre de transit secondaire, CTS. Et nous avons une zone de transit principale, ZTP, c'est la zone desservie par un centre de transit principal, CTP. C'est clair? Là, on voit une figure ou un schéma simplifié d'un tronçon de réseau RTC. Donc, nous avons les abonnés qui sont reliés au commutateur local. Ici, on voit la zone autonomie d'acheminement ZAA. Ici, on trouve les CAA, donc ce sont des commutateurs à autonomie d'acheminement. Après, ils sont reliés avec des commutateurs de transit secondaire et on appelle ça la zone de transit secondaire. Et après, on a dit la zone de transit principale, où il y a les commutateurs de transit principal, اللي هما reliés مع بعضهم ونقدروا نلقاو aussi un commutateur de transit international. C'est clair? Maintenant, on passe aux organes constitutifs d'un poste téléphonique simple. On va commencer par les organes de conversation. Donc, quel est le rôle des organes de conversation? C'est qu'il assure l'échange conversationnel entre les deux correspondants. Le microphone, c'est un convertisseur d'énergie
Donc, nous avons les ondes sonores entraînent la vibration d'un membrane sensible qui provoque la création d'un signal électrique variant en même rythme que la voix. On trouve l'écouteur et il restitue sous forme acoustique l'énergie électrique reçue en la transformant en énergie mécanique, imposant un mouvement vibratoire à l'air ambiant. Troisièmement, on trouve le combiné, donc c'est le support ergonomique sur lequel sont montés le microphone et l'écouteur récepteur. D'accord? Et aussi, on trouve la bobine d'induction. Ou bien, on appelle ça le transformateur ou bien, et un condensateur, bien sûr, avec la bobine d'induction, qui assure l'adaptation d'impédance entre le microphone et la ligne, et entre la ligne et l'écouteur. C'est clair? Toujours avec la bobine d'induction, elle assure aussi l'élimination de l'effet local, anti-local, évite d'entendre sur l'écouteur les sons émis sur le microphone du même combiné. Et aussi la séparation des courants de nature différente. Et on trouve deux diodes. Quel est le rôle des deux diodes demain? Ils sont montés en antiparallèle sur le récepteur. Elles absorbent les surtensions et réduisent le choc acoustique à un niveau supportable par l'oreille. C'est clair. Et nous avons un redresseur qui rend l'appareil indépendant de la polarité de la ligne. Maintenant, on passe aux organes d'appel ou bien d'émission. Donc, l'abonné fait connaître à son centre de rattachement le numéro d'identification du correspondant désiré en le composant soit sur le cadran d'appel rotatif ancien ou bien sur un clavier numérique actuel. Donc, ce dispositif transmet alors au central un signal codé. Après, nous avons les organes de réception d'appel. Donc, nous avons que la signalisation d'un appel est faite par une sonnerie mise en marche par un courant alternatif à travers d'un filtre. Lors du décrochage du combiné, le centre de rattachement constate la fermeture du crochet. Donc, il va interrompre le signal d'appel et va établir la liaison. Maintenant, on va voir la mise en relation et l'identification du destinataire. Avant que ne commence la communication, la mise en relation fait intervenir un canal spécial appelé canal sémaphore. Quel est le rôle de ce canal? Il va générer, en outre, la numérotation et l'envoi d'une sonnerie au destinataire. Nous avons que l'échange des informations nécessaires à la mise en relation est appelé signalisation. D'accord? Donc, exemple d'une communication locale, هذه مهزوزة من figure un centre d'appel de France, donc quand dit un centre de transit régional, là c'est pour passer le centre de communication local, là c'est pour passer le centre de communication local, ou là les téléphones sont reliés, on dit la zone de transit, la zone autonome et la boucle locale. Exemple de communication locale 02 38 95 l'écoute. En vert. Seuls les 4 chiffres de droite sont nécessaires au CAA, donc pour mettre une relation des deux postes. Maintenant, on va voir une introduction au réseau de téléphonie mobile, les réseaux artésiens. D'accord? Donc, nous avons que le réseau artésien représente tout système de communication qui utilise les voies artésiennes. En général, sous forme de réseau cellulaire, c'est un ensemble de zones géographiques, cellules, arrosées par des antennes situées au centre. Donc, nous avons les réseaux de mobiles et utilisent ces réseaux artésiens cellulaires en permettant le passage d'une cellule à une autre sans couper la communication. On a un exemple de les réseaux, on a le GSM ou l'UMTS. Maintenant, on passe au réseau sans fil. Au contraire, elles ne permettent que nomadisme, c'est-à-dire le déplacement de l'utilisateur entre les connexions. L'utilisateur reste immobile lors de la connexion, exemple le Wi-Fi ou la WiMAX. Maintenant, on va voir ou définir quels sont les réseaux satellites sont sous forme de cellules fixes ou bien mobiles, suivant la position et la vitesse du satellite.
On voit que la mobilité est une fonction primordiale, la téléphonie, la transmission de données, la mobilité lors d'une communication téléphonique est totalement banalisée depuis le GSM. En revanche, les connexions à haut débit ne le sont que depuis l'arrivée du MTS haut débit et avec le HSDPA et les connexions Wi-Fi ou l'UMAX. Sachant que je vais les détailler des vidéos. Par exemple, GSM, راح ندير عليها فيديو واحدة. Le UMS راح ندير عليهم فيديو واحدة. Les réseaux satellitaires واحدة. D'accord. Les réseaux mobiles كيف on va les aborder نبداو من premier G حتى 5e génération. D'accord. Donc راح ندير كل génération في فيديو واحدة séparé هكاكا vous avez une idée عليهم. Donc on passe que les réseaux mobiles appartiennent à la famille des réseaux cellulaires. Une cellule, c'est une zone géographique dont tous les points peuvent être atteints à partir d'une même antenne. Donc, nous avons, lorsqu'un utilisateur d'un réseau cellulaire se déplace et change de cellule, le cheminement de l'information doit être modifié pour tenir compte de ce déplacement. Donc, cette modification s'appelle un changement intercellulaire ou bien le hand-over ou encore le hand-off. La gestion des hand-over est souvent délicate puisqu'il faut trouver une nouvelle route sans interrompre la communication. Nous avons que la gestion de la mobilité demande généralement deux bases de données. Qui est la base HLR, c'est Home Location Register, qui tient à jour les données de l'abonné. Et deuxième base, c'est le VLR, c'est Visitor Location Register, qui génère le client dans la cellule où il se trouve. Bien sûr, je vais les détailler séparément. D'accord? Nous allons une introduction générale à lire et après, on va les détailler un par un. Maintenant, on va définir c'est quoi la notion de cellule parce que on a toujours fait la téléphonie, la cellule, c'est quoi cellule? Donc, le territoire est divisé en cellules. Des services, chacune par une station de base ou bien BTS, c'est Base Transceiver Station. L'ensemble de ces cellules forment un seul réseau sans que cette division soit perceptible, ni à un usager du réseau fixe, ni à un usager mobile. Nous avons que les mêmes canaux de fréquence sont réutilisés dans plusieurs cellules selon la capacité du système à résister aux interférences. Interférences ou التداخل بالعربية, d'accord? En zone rurale, avec une faible densité d'utilisateurs, les stations de base sont déployées pour assurer une couverture. C'est possible en tout point du territoire. Donc, nous avons que le terminal est sous la portée d'une station de base et peut l'atteindre. Dans la zone urbaine, c'est-à-dire où il y a une forte densité d'utilisateurs, les stations de base sont déployées pour écouler le trafic. Donc, nous avons que la densité des stations de base est imposée par la charge à écouler. D'accord? Nous avons le schéma les différents types de cellules selon la zone desservie. Nous avons des zones rurales في couverture. Donc, تشوفوا باللي ما همش مترابطين وهمش مترصين ياسر مع بعضهم. هنا par exemple une zone périurbaine moyenne. Là, une zone urbaine trafic à écouler. D'accord? Maintenant, on va définir c'est quoi la station de base BTS. Elle couvre un territoire restreint, une cellule de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. La BTS gère la transmission et la réception du signal suivant des formats et un protocole spécifique à chaque génération. Donc, nous avons 2G, 3G et 4G. Elle contient les algorithmes d'allocation de la ressource radio et génère les messages associés. Exemple, allocation d'une fréquence et d'un intervalle de temps. Maintenant, on va faire un passage rapide des 5 générations des réseaux mobiles. Chacun, bien sûr, qui m'a dit, je vais détailler chaque réseau à chaque génération, vidéo bien détaillée. Parmi les utilisateurs mobiles, il y a ceux qui ont une forte mobilité et qui changent de zone géographique. Il y a qui utilisent des accès sans fil et qui restent immobiles ou se déplacent si peu qu'ils restent connectés à la même entrée du réseau. Donc, nous avons 3 générations de réseaux de mobiles se succèdent, qui se distinguent par la nature de la communication transportée.
Donc, nous avons la communication analogique, communication numérique sous forme circuit avec deux options, mobilité importante et mobilité. Donc, ces trois générations de réseaux mobiles sont complétées par deux nouvelles qui tient compte de l'augmentation du débit pour atteindre plus de 10 MB par seconde pour la quatrième génération, avec la possibilité de se connecter à plusieurs réseaux simultanément et les très hauts débits, donc de l'ordre de 1 GB par seconde pour la cinquième génération. Nous avons que les réseaux mobiles les plus répandus actuellement appartiennent à la deuxième et la troisième génération. Les 2G et 3G, bien sûr. Les services fournis par la première génération des réseaux mobiles sans fil et cellulaires sont quasi inexistants en dehors du téléphone. Donc, nous avons que cette génération repose sur une communication analogique. Son succès est resté très faible en raison du coût des équipements qui n'ont pas connu de miniaturisation. C'est-à-dire, il y a une chose rare. La deuxième génération s'est passée au circuit numérique. Donc, nous avons que la normalisation d'un faible nombre d'interfaces a permis le développement de composants en grande série et l'arrivée du téléphone mobile dans le grand public. Si on va passer rapidement sur la première génération, donc on va avoir des exemples de systèmes. Donc, en 1975, nous avons le AMPS, Advanced Mobile Phone System, en l'Amérique USA. Donc, la bande allouée est de 224 jusqu'à 824 jusqu'à 849 MHz et entre 869 et 894 MHz. Et nous avons 832 canaux de 30 kHz pour la parole. Elle est duplex. On va utiliser le multiplexage, le FDD. D'accord? Sachant que la différence de fréquence de la bande est 45 MHz. Donc, ce sont des motifs à 12 bandes de fréquence pour les cellules mises en service en 1983. Maintenant, en 1981, le NMT, c'est Nordic Mobile Phone, la Suède, au Norvège, au Danemark. On trouve aussi le TACS, Total Access Cellular System, United Kingdom, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, qui utilisent des fréquences de 450 MHz, puis 900 MHz, desservant 180, puis 1999 canaux. D'accord? Donc, on voit que parmi les inconvénients de ces systèmes de première génération, c'est que les téléphones mobiles à communication analogique, pas de cryptage, aucune confidentialité, occupation spectrale importante, la qualité de service médiocre et peu de services, la largeur de la bande de fréquence était entre 15 et 30 kHz, suivant les systèmes. Nous avons une interface radio différente selon les pays, donc c'est très volumineux. Nous avons des problèmes de compatibilité en fonction du lieu et la saturation du réseau. Maintenant, on va voir rapidement la deuxième génération, c'est GSM. Le GSM, c'est Global System for Mobile Communication. Donc, le GSM est la norme de téléphonie mobile de seconde génération, développée à partir de 1990. Donc, cette technologie représente la première technologie de téléphonie numérique sans fil en 1992. Le GSM est utilisé dans 7 pays européens. Donc, nous avons en France, le GSM fonctionne entre les fréquences 900 MHz et 1800 MHz. Donc, les États-Unis, c'était 1900 MHz. Le débit moyen du GSM est similaire de celui de fax, donc c'est-à-dire de 9,6 kB par seconde. Maintenant, on passe au GPRS et on appelle ça 2,5 génération. Donc, c'est General Packet Radio Service. Le GPRS est une évolution importante du GSM. L'objectif principal de cette évolution est d'accéder au réseau épais. Donc, nous avons un débit théorique qui est de l'ordre de 171,2 kB par seconde et le débit réel est de l'ordre de 30 kB par seconde.
Donc, nous avons que le GPRS supporte différents niveaux de qualité de service, le QAS. 4 paramètres définissent la qualité de service, la classe de priorité, la classe de fiabilité, la classe de délai, le retard de classe de débit. Donc, nous avons que le GPRS 2,5 génération utilise la même infrastructure que le GSM, c'est-à-dire que même structure que 2G, mais avec un double réseau cœur. Celui du GSM, c'est-à-dire un réseau à commutation de circuits, et celui d'un réseau à transfert de données. Donc, si l'utilisateur téléphone, l'information transite par le réseau cœur de type circuit téléphonique. Si l'utilisateur émet des paquets, ces derniers sont acheminés par le réseau cœur de type paquet. Nous avons que le réseau cœur utilise une technique de relais de trame. Nous en considérons dans la suite que la partie paquet à jouer au GSM. Le terminal intègre les composants nécessaires au traitement de la parole téléphonique pour la numériser de façon plus ou moins compressée et se complète d'un modem qui émet les paquets de l'utilisateur vers le réseau cœur paquet. Maintenant, nous avons que la traversée de l'interface radio utilise les slots du TDMA qui ne sont pas utilisés par la parole téléphonique. Et maintenant, on passe à la troisième génération 3G. Donc, il existe plusieurs technologies 3G dans le monde. Chacune d'elles suit les recommandations UMT 2000. Suivant les continents, la norme utilisée est différente. Nous avons l'UMTS, Universal Mobile Telecommunication System pour l'Europe. Nous avons le CDMA 2000 pour l'Amérique. Nous avons le WCDMA, Wide Band Code Division Multiple Access pour le Japon et la Corée. Nous avons le TD-SCDMA pour la Chine. Donc, ces normes permettent de transporter les données sans fil à haut débit sur la même connexion. La particularité des réseaux technologiques 3G est d'avoir un réseau cœur IP, donc Internet Protocol, d'accord? Maintenant, on passe à l'Universal Mobile Telecommunication System, le UMTS. Nous avons que le réseau UMTS a été développé en 2004 sous sa première version, Release 99, R99. Donc, l'UMTS fonctionne sur la bande de fréquence 1900 à 2000 MHz et permet un débit réel de l'ordre de 380 kB par seconde. Donc, il est 8 fois plus rapide que le GPRS. Il est basé sur la technologie WCDMA utilisée au Japon et la Corée. Donc, tout comme le réseau GSM, le UMTS lié à la troisième génération, est divisé en plusieurs cellules de taille variable. Chacune d'entre elles est présente en fonction de la densité de population à servir et de la vitesse de mobilité. L'accès par satellite est une extension, d'accord? Donc, nous avons les archers des cellules du MTS. Là, je vous par exemple les satellites, les macrocellules suburbaines, les microcellules urbaines et picocellules à l'intérieur, d'accord? Là, je vous le satellite général. Maintenant, on va voir c'est quoi le Wide Band Code Division Multiple Access, le WCDMA. Donc, nous avons que l'interface radio du UMTS se base sur le WCDMA. Donc, Wide Band Code Division Multiple Access. D'accord? Le WCDMA se base sur une technique plus ancienne qui est le CDMA, Code Division Multiple Access. D'accord? Donc, nous avons que le CDMA est utilisé dans de nombreux systèmes de communication et permet d'avoir plusieurs utilisateurs sur une même onde porteuse. Nous avons que les transmissions sont numérisées, dites à étalement de spectre. L'étalement du spectre rend le signal moins sensible aux fluctuations sélectives en fréquence. Et nous avons que le signal est ainsi transmis sur une bande de fréquence beaucoup plus large que la bande de fréquence nécessaire. Donc, nous avons que parmi les avantages du CDMA, l'étalement du spectre, nous citons, elle a une efficacité spectrale. Elle assure la sécurité de la transmission. Nous avons que le signal codé est détectable comme étant du bruit.
Nous avons le handover, nous avons la gestion du plan de fréquence, la concentration de trafic. D'accord? Maintenant, on passe rapidement la 4e génération 4G, c'est Long Term Evolution, les LTE. Donc, l'évolution à long terme, c'est l'équivalent français du terme anglais LTE. Elle désigne un projet réalisé par l'organisme de standardisation 3GPP, ouvrant à rédiger des techniques qui permettent d'améliorer la norme UMTS, des réseaux cellulaires 3G vers la 4e génération, pour faire face aux futures évolutions technologiques. Théoriquement, le LTE peut atteindre un débit de 50 mégabytes par seconde en lieu montant et 100 mégabytes lieu descendant. En réalité, l'ensemble de ces réseaux s'appelle EPS, Evolved Packet System, et il est composé de 2 parties. Nous avons la partie d'accès évolué EUTRAN, le réseau cœur évolue SAE, System Architecture Evolution. Le seul inconvénient de cette nouvelle technologie, c'est l'installation de ces nouveaux équipements qui sont différents de ceux des normes précédentes et le développement des terminals adaptés. D'accord? Je sais que la vidéo est là, mais Allah ghalb, il fallait les détails ou les mots rapidement, sachant que, je vais détailler chaque titre, ou chaque terme, ou chaque partie, في vidéo واحدها إن شاء الله في la partie de la téléphonie. Donc, je vous remercie, je vous souhaite bon courage, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et vous pouvez m'indiquer même d'autres domaines, soit traitement d'image, pour faire des vidéos, soit traitement d'image, ou le filtrage, ou comme vous voulez, d'accord? Merci, à la prochaine.